Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, changer le monde grâce à un pansement intelligent, c'est le défi que 3 jeunes chercheurs de l'université de Varsovie ont relevé. Ils sont dans Génération pour nous cette semaine. Elle a une idée derrière la tech, c'est Jeanne Dreyfus. Et Jeanne, si je te dis amusez-vous, amusez-moi. Toi tu le sais évidemment, c'est un jeu de mots et c'est un jeu d'art aussi qu'on va parcourir ensemble. Tu as visionné une série doc et qui revisite avec humour les chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art. Tout à fait, je suis même allée sur le tournage de cette émission donc d'Arte qui donne vie aux célèbres tableaux de l'histoire de l'art à travers des sketchs décalés et je vous y emmène tout à l'heure. On brûle de te suivre. La question du jour, 300 000 personnes réfugiées vivaient en France en 2020, un chiffre qui s'accroît au fur et à mesure de l'actualité et un vivier de talents potentiels pour le numérique. Alors comment former les réfugiés au numérique pour en faire un tremplin d'insertion et d'emploi et surtout qu'est-ce que ces publics-là ont à nous apprendre à nous? On en parle avec nos invités évidemment au cours de cette émission. Joséphine Goub, vous êtes la CEO de Systech, bonjour à vous. Bonjour. Et Sahar Habib, vous êtes ancienne participante du programme Systech. Actuellement, vous êtes en alternance au sein des équipes cyber de BNP Paribas. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Mais d'abord, focus. Primer les jeunes inventeurs passionnés par l'amélioration de la planète et la résolution de problèmes environnementaux et médicaux. C'est le pitch des James Dyson Awards pour cette édition 2022. 3 chercheurs de l'université de Varsovie sont mis à l'honneur avec Smart Heal, un pansement intelligent pour aider les plaies à mieux cicatriser. Les détails tout de suite avec Xavier Terrade. Tomasz, Dominic and Piotr, I'm very pleased to tell you you're the international winners. Thomas Raksinski, Dominique Baraniecki et Piotr Walter sont les grands gagnants internationaux des James Dyson Awards 2022. Ils sont les créateurs de Smart Heal, un pansement intelligent qui permet de mieux cicatriser les plaies. Gagner le prix va beaucoup nous aider pour les années à venir et nous permettre de tester la compatibilité biologique et commencer à envisager les pistes cliniques. James Dyson Awards est une grande opportunité pour nous d'envisager quelque chose de plus grand, quelque chose qui pourrait donner l'espoir de changer le monde. Avant de changer le monde, les 3 créateurs sont pour le moment prêts à révolutionner le monde de la santé avec Smart Heal. Alors qu'on sait que changer un pansement trop souvent peut entraîner des infections et une perturbation des tissus, Smart Heal peut évaluer l'état de la plaie et détecter une infection sans retirer le pansement et donc sans perturber les tissus. Après analyse des données, les professionnels de santé peuvent prescrire le traitement approprié pour la plaie. Notre inspiration pour Smart Heal vient de nos discussions avec des médecins. Après des mois de consultation, on a constaté qu'on pouvait utiliser nos années d'expérience dans les impressions électroniques pour résoudre le problème des plaies chroniques. James Dyson a tenu à distinguer Smart Heal car cette invention fournit aux médecins et aux patients un élément d'information essentiel, le niveau de pH, qui peut leur indiquer comment une plaie se cicatrise. Grâce au prix, ce nouveau pansement intelligent devrait pouvoir être commercialisé en 2025. Et voilà les pansements beaucoup plus smart grâce au RFID, bien évidemment. Tout de suite, les réfugiés sont une chance pour le numérique et on vous le prouve, c'est la première partie du talk. Et pour en parler avec nous aujourd'hui en plateau, Joséphine Goub, CEO de Systech, et Sahar Habib, ancienne fellow du programme Systech, actuellement en alternance au sein des équipes cyber de BNP Paribas. Joséphine, vous publiez votre tout premier rapport d'impact social pour vérifier par les faits et les chiffres surtout ce qu'on appelle la théorie du changement. Ça signifie quoi exactement ? Alors, les entreprises, on les juge à hauteur de leurs résultats, de leur chiffre d'affaires. Une ONG, ça se mesure à la hauteur de l'impact et cet impact, il est dans une théorie qui s'appelle la théorie du changement. Elle va dire comment on crée ce changement, comment on dit que la situation actuelle, elle va s'améliorer ou elle ne va pas se dégrader par notre action. Et donc, ce rapport d'impact, il est fait indépendamment et il vient à la fois, c'est un outil de communication, on va dire, externe pour crédibiliser nos résultats, mais surtout, c'est un outil en interne pour les équipes pour savoir qu'est-ce qui a vraiment marché dans ce qu'on a fait et qui a fait la différence. Et ça nous permet de nous améliorer. Ça veut dire que la théorie du changement, ça se mesure, ça c'est une bonne nouvelle. Pour vous, cette théorie du changement, ce changement effectif, Sahar, il est passé par quoi ? Alors ça passait par beaucoup de choses, surtout avec maintenant on est tous dans un monde globalisé. Donc le changement, ça vient de là.
parce que beaucoup de talents, ramènent beaucoup de changements avec eux. Donc, surtout par rapport aux réfugiés, si on parle. Donc, viennent dans notre pays avec déjà leurs connaissances, elles ramènent et elles apprennent dans un nouveau pays. Donc, c'est une occasion de changement, d'apprendre de leur savoir-faire et de leur faire apprendre de notre savoir-faire. Absolument. Systech, Joséphine, c'est le nouveau nom que vous avez choisi pour un ancien programme qui s'appelait TechUGIS. Vous avez lancé cette ONG de start-up en 2018 pour venir en aide au public réfugié et capitaliser sur les savoir-faire numériques de ces populations. Aujourd'hui, vous avez décidé de mettre le focus sur l'accès à l'emploi digne et durable dans la tech pour les femmes réfugiées. Les programmes se déroulent comment ? Alors, c'est des programmes en plusieurs phases qui s'adaptent à la personne dans ses capacités et dans son besoin, en fait. Est-ce qu'elle cherche à se reformer ou est-ce qu'elle cherche à se remettre sur le marché du travail ? Parce que beaucoup de femmes, après 5 ans en France, pour beaucoup de femmes réfugiées, c'est le chômage. Pour 80% d'entre elles, c'est 2 fois plus que les hommes. Or, elles sont compétentes, elles ont des études derrière elles et elles ont eu des jobs avant. Donc, c'est vraiment... on a voulu se concentrer sur ce pool de talents-là. Comme le dit bien Sahar, c'est qu'elles arrivent avec déjà des compétences. Et nous, ce qu'il faut, c'est identifier ces compétences et puis les transférer dans un nouveau métier. Donc, on s'intéresse à plusieurs, ce qu'on appelle vertical métiers, qui sont des métiers en ce moment où ça recrute et où on peut rentrer sur un niveau junior, ou en tout cas, on peut apprendre vite sur 6 mois. C'est-à-dire la cybersécurité, dont Sahar a pris cette verticale, mais il y a aussi la science de la donnée, le marketing digital et être chef de projet digital. Et ça, c'est des compétences que parfois elles ont pu acquérir dans leur pays et dans leur métier auparavant et qu'elles vont remettre en place ici dans notre programme. Vous opérez en France, en Italie, en Grèce. Vous pouvez observer le même phénomène dans chacun de ces pays européens où finalement les tissus tech, les écosystèmes tech sont tellement différents qu'on n'a pas non plus la même maturité de l'écosystème, notamment en Italie par exemple, ça peut leur faire un déshonneur que de le dire. Du coup, vous misez aussi sur d'autres verticales métiers dans ces pays-là en particulier ? Oui, c'est vrai, on s'adapte au marché de l'emploi local pour savoir quels sont les besoins et sur quelle formation on va les remettre. Toutefois, on remarque que c'est quand même un secteur qui est globalisé, comme le dit Sahar, qui a cette même appétence pour des gens qui savent apprendre à apprendre, plus que des diplômes. C'est pour ça que ces profils-là de femmes réfugiées qui parlent, Sahar parle 5 langues, beaucoup en moyenne 3, Sahar est une exception, et qui aussi ont une connaissance des autres marchés, que ce soit de l'Afrique ou du Moyen-Orient, et qui donc, pour des entreprises qui se pensent en global, peuvent apporter énormément de connaissances. Toutefois, je dirais que la seule différence qu'on a entre les pays, c'est naturellement... on va dire en fait, quand on est une personne réfugiée, on n'arrive pas en Europe par les mêmes manières. Et donc, en Grèce, on va avoir des personnes plus pauvres qui n'ont pas eu les moyens d'arriver jusqu'en France ou en Italie. Et donc, on a des niveaux d'éducation plus faibles. Mais on a aussi, et surtout, et c'est ça qui rend notre action efficace, d'autant plus efficace en Grèce et en Italie, c'est qu'on a des personnes qui sont dans une structure de société qui ne les accompagne pas. En France, on a beaucoup de dispositifs qui sont mis à disposition. Et ça, c'est génial. Mais en Italie et en Grèce, on n'en a pas beaucoup. On n'en a pas des genrés qui prennent en conscience que ce sont des femmes qui ont du mal à se réinsérer de façon spécifique. Et surtout, on a une criminalisation de l'activité des ONG autour des réfugiés. Donc, ça ne rend pas l'exercice... on n'opère pas de la même manière. Et il y a forcément aussi des précautions à prendre. Ce que j'entends dans ce que vous nous dites, c'est qu'il y a finalement une discrimination à la migration. On ne migre pas dans un pays de la même façon que dans un autre. Oui, après, c'est assez simple. En règle générale, si on veut faire des généralités, on va voir que les personnes qui se déplacent pour des raisons de guerre ou de torture vont essayer de se déplacer le moins loin possible de leur maison parce qu'au départ, elles ne veulent pas partir. Et ensuite, elles veulent se mettre dans quelque part qui soit protégé, mais c'est à la hauteur de... à la fois leur capacité, on va dire, physique et de leurs compétences, mais aussi et surtout de l'argent. Et donc, une majorité de personnes ne peut pas prendre le voyage jusqu'en France, n'a pas les contacts, n'a pas l'argent, on le sait. Donc, effectivement, ce n'est pas les mêmes populations selon les pays. On va revenir dans un instant aux métiers sur lesquels vous misez avec le programme Systech et l'ambition que vous portez, former 500 femmes d'ici 2024, c'est du très concret. Sahar,
Joséphine le disait, vous êtes afghane, vous avez acquis le statut de réfugié en 2016, je crois. Vous parlez en effet 5 langues, le persan, l'ourdou, l'hindi, l'anglais et le français. Vous êtes titulaire d'un bac+5, master en régulation financière et management du risque à Sciences Po. Et pourtant, quand vous êtes arrivé en France, vous travaillez comme caissière chez Leroy Merlin, pour ne pas les citer. Comment est-ce qu'on brise les clichés sur les personnes réfugiées? Alors, exactement, il y a beaucoup de préjugés. Beaucoup. En fait, c'est un des problèmes que les réfugiés, ils ont difficulté de s'adapter, c'est être préjugés, en fait. Par exemple, si je prends l'exemple de moi-même, je suis venue avec ma sœur en France en parlant 4 langues. Sauf française, bien sûr. Que vous avez acquis, du coup, au cours de votre expérience. J'ai appris français ici. Ouais. Donc, la seule chose que les gens voyaient sur moi, c'était « Oh, c'est une femme afghane ». Donc, ils pensent que les femmes afghanes, elles portent que le hijab, pas d'éducation, pas de vie sociale. Et en fait, ce sont les choses que ça empêche des réfugiés, surtout les femmes, et surtout par rapport à l'image des pays qu'on a, que ça bloque. En fait, si ça c'est... En fait, le blocage et les barrières, ils sont beaucoup plus sur certains pays géographiquement. Ouais. En fait, par exemple, si on parle... Je ne veux pas être très politique, même si je suis de Sciences Po Paris, mais je ne veux pas être très politique. Mais si on parle de réfugiés, les gens qui viennent d'Afghanistan, ils ne sont pas accueillis de la même façon que les gens qui viennent de pays qui sont un peu plus proches de l'Europe. C'est la même façon par rapport au marché du travail. Donc, moi, j'étais obligée de... Je travaille en échantillonné. Et ici, je travaille comme caissière pour vivre par contribuer dans la société. Je pourrais être en RSA et rester à la maison, mais ce n'est pas le but pour tous les réfugiés. Donc ça, c'est une chose qu'on doit voir et savoir, que comment on donne le chemin, la chance et l'occasion pour les gens de s'avancer dans la vie. Oui, vous le disiez, vous travaillez notamment pour les Nations Unies lorsque vous étiez en Afghanistan. Vous avez aussi été porte-parole de très grands groupes en Afghanistan. Les personnes réfugiées, ce sont des talents en puissance et vous nous le prouvez. Absolument, bien sûr. Parce que, en fait, là, quand on s'installe dans notre pays, on vit double vie d'une façon positive. Pas négativement. Parce que nous, on a déjà notre connaissance, notre expérience de vie, notre savoir, notre culture. Et quand on vient dans notre pays, on apprend. On apprend de leur culture, de leur savoir-faire, de leur avancement par rapport à la technologie, la vie sociale et tout. Donc, les gens qui viennent de notre pays, ils ont un peu plus d'expérience et de savoir-faire que nous, dans le pays qu'on habite. Parce que au pire, on voyage. Donc, ce n'est pas la même chose qu'on vit dans notre pays. Donc, si on vit dans notre pays, on vient avec de nouveaux talents, de nouvelles expériences. Et tout ce qu'on se vit, tout ce qu'on a vécu pendant s'installer dans notre pays, ça duplique notre compétence, en fait. Pour ça adapter, ça organiser, de prendre les commentaires positifs, négatifs, tout ça. En fait, tout ça fait que doubler notre expérience et compétences. Absolument, et des compétences, c'est moins de... Voilà, vous en avez, vous le prouvez encore une fois, plus qu'il ne le faut ici. Il y a plein de programmes, Joséphine, vous le disiez, qui s'adressent aux personnes réfugiées, notamment en France. On a vu que ce n'était pas forcément le même cas en Italie ou en Grèce, ou Système Opère aussi, mais on peut citer Geek, par exemple, chez Simplon, d'autres types de programmes existent aussi. Pourquoi avoir choisi Système en particulier? Qu'est-ce qui vous a intéressé, interpellé dans ce programme-là? Sur notre biais, c'était talent de Joséphine. Il n'y a pas de biais du tout sur ce plateau, je ne vois pas ce que vous voulez dire. Pas du tout, du tout. En fait, moi, je suis très passionnée par technologie et la cybersécurité. Je travaille pendant 8 ans dans le télécom. Donc, je connaissais le métier de tech et tout ça. Donc, dès que je voyais l'occasion d'aller plus dans le détail de cette matière, et Système, grâce à Système, et merci Joséphine pour nous donner ce chemin-là d'avancer. Donc, pour moi, Système, c'était un package complet, en fait. Parce que moi, je pourrais m'organiser. C'était, en fait, ils ont peut-être
tout ce qu'il fait, les autres NGO ou des organisations, elle ne fait pas. Ouais. Au moins de mes connaissances. Il y a aussi une approche holistique, on va y revenir. Je citais cette ambition, Joséphine, former 500 femmes au numérique d'ici 2024. Vous en avez servi plus de 140 à ce jour. Quand on écoute Sahar, son parcours, son ambition, et c'est bien d'avoir de l'ambition, justement, surtout quand on veut rejoindre les métiers de la cyber, elles vous ont appris quoi, ces femmes? Qu'il fallait jamais renoncer? Ça, oui, elles m'ont appris beaucoup de choses. Je ne pourrais pas les résumer, mais je pense que réfugiés et ambition, ce n'est pas un paradoxe, c'est une réalité. Et plus précisément avec Systech, je pense que le féminisme a de beaux jours devant nous, même s'il ne s'exprime pas toujours de la même manière qu'on voudrait. Et ça, c'est pour moi... Vraiment, ça me porte beaucoup de voir toutes ces femmes qui veulent se réinsérer sur le marché du travail et qui sont extrêmement compétentes et qui portent les valeurs qu'on porte depuis le début et avec lesquelles ça résonne. Alors l'objectif, on l'a bien compris, c'est l'insertion professionnelle des femmes réfugiées. L'étude d'impact que vous publiez donc ces jours-ci stipule que 71% des fellows, donc des anciennes participantes de Systech, ont reçu au moins une offre d'emploi positive et 60% d'entre elles ont décroché un contrat en bonne et due forme à l'issue du programme. Les emplois que vous voulez, vous dites qu'il faut qu'ils soient qualifiés et durables dans les secteurs tech et numérique. C'est pas juste un one-shot qu'on demande aux entreprises partenaires, c'est vraiment un accompagnement sur la durée pérenne. C'est ça. On a créé un programme d'alumni, donc une fois qu'une fellow, une participante a fini le programme et qu'elle passe sur le marché du travail, ou du moins qu'elle cherche un employeur, on va continuer à être présent par la communauté alumni. Donc une personne qui passe par nos programmes reste à jamais faisant partie de la communauté alumni. On est en contact avec les employeurs, on prend des nouvelles. C'est d'ailleurs intéressant que c'est cette communauté d'alumni qui va ramener des opportunités pour les prochaines, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est en lien avec les femmes qui sont passées en 2018, 2019, 2020, qui nous recontactent en disant « je cherche ma deuxième opportunité ». Et qui viennent demander à d'autres alumni ou à nous en disant quels sont les partenaires aujourd'hui actuels qui recrutent, sur quel métier. Et on voit que presque notre impact il est supérieur à ce niveau-là, puisqu'en un email, en mettant en relation une ancienne fellow avec un employeur, on a un doublement de salaire, on a un contrat qui est meilleur, parce qu'on parle de l'alternance au CDI. Et c'est ça qui fait, à mon avis, nos forts résultats. De toute façon, on s'est toujours dit à Systech, c'est qu'on ne fera pas d'effet d'annonce. Évidemment qu'on s'est donné un objectif d'arriver à 500 femmes, et d'ailleurs c'est 140 femmes en France, mais c'est 250 sur toute l'Europe déjà, et on va y arriver. Mais ce qui nous importe, c'est, avec ce rapport d'impact par exemple, c'est de communiquer sur les résultats. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que c'est bien nous qui avons fait ce résultat? Et de ne jamais communiquer avec des partenaires sur une intention seulement. Parce que c'est beau les intentions, mais il faut les réaliser. Ça veut dire qu'on essaie d'éliminer au maximum l'impact washing que ces entreprises pourraient faire, parce que c'est facile aujourd'hui de s'engager avec des initiatives, avec des ONG, montrer qu'on est attentif à des causes, mais pour une entreprise, c'est aussi pouvoir faire aujourd'hui montrer justement la preuve par l'exemple et montrer qu'on a des résultats, qu'on est engagé réellement auprès de ces causes et de ces initiatives et ONG. Oui, et je pense que s'il y a autant de femmes qui postulent à Systech chaque année, et ça augmente chaque année, c'est parce que le bouche à oreille fonctionne. Elles savent que d'autres ont eu des jobs à la hauteur de leurs compétences, qui leur plaisent. Et si on ne le faisait pas, et si on ne faisait que de la communication, alors on n'aurait plus personne qui postule. Parce que le bouche à oreille fonctionne très bien dans certaines communautés dont on ne parle pas la langue. Je ne parle pas ourdou. Et je pense que c'est en fait, de faire du refugee watching, c'est très court terme. Et pour une ONG, c'est presque se tirer une balle dans le pied. Puisque à la fin, il n'y a plus personne qui postule, qui vient dans ces programmes. L'engagement, l'employabilité justement de ces talents réfugiés. On continue à en parler dans un instant, mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Et c'est le Zap avec Edouard Degnaud. 5:56 p.m. Flower. Tree. Tree. Flower. Flower. Chair. Flower. Chair. Coffee table. Coffee table table.
التلفزيونات كل مقعد قدام التلفزيون ويتابع التلفزيون هذه المدرجات. Watermelon versus world's largest exercise ball. 3, 2, 1. Et nous sommes de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de Joséphine Goub, CEO de Systech, et de Sarah Rabib, ancienne fellow participante de ce programme, actuellement en alternance au sein des équipes cyber de BNP Paribas. Mesdames, vous restez avec moi parce que Jeanne Dreyfus a une idée derrière la tech. Et Jeanne, aujourd'hui, tu nous emmènes dans les coulisses d'une émission très particulière. Amusez-vous, amusez-moi, il faut le voir écrit pour comprendre le jeu de mots. C'est actuellement en tournage pour Arte pour sa 4e saison. Et oui, peut-être certains d'entre vous auront entendu ce jingle. Amusez-vous, amusez-moi. Non. C'est la voix de Joe Star qui introduit la série Amusez-vous, amusez-moi, qui fait revivre sur Arte des tableaux hyper célèbres de l'histoire de l'art en donnant la parole aux personnages. Regardez plutôt. J'en ai marre que tu fasses la gueule tout le temps. C'est plus possible, ça me... Je fais pas la gueule. Oh si. J'ai chaud, moi. Ah bah ça c'est la fièvre, hein. T'as pas chaud, toi, Ferdinand? Non mais tu arrêtes de me déboutonner s'il te plaît. Mais tu crois que j'ai pas vu que t'avais un as de carotte planqué dans le dos? Tu me prends pour un jambon? Moi? Attends, t'es en train de dire quoi là? T'es en train de dire que je suis un tricheur? C'est très très grave là. Eh, les filles, réagissez parce que ils m'accusent là. Hein. 3 saisons ont déjà été diffusées sur Arte et en ce moment, c'est la 4e qui est en train d'être tournée. C'est formidable. On était tout après l'extrait, justement, en train de se dire mais c'est une idée de génie. Tu as pu assister au tournage, on aurait aimé être avec toi, tiens. Et oui, tout à fait. J'y suis allée voir se tourner donc le premier épisode de la saison 4. Le premier épisode étant consacré au célébrissime arrangement en gris et noir numéro 1 de James Abbott Whistler. On le voit à l'écran. Un tableau qui a fait l'objet de toutes les parodies. C'est elle dont Mr Bean avait malencontreusement effacé le visage après avoir éternué dessus et dont, pour se rattraper, il avait refait le portrait à sa manière. Vous voyez cette magnifique œuvre d'art, interprétation de Mr Bean. Si c'est ce tableau en fait qui avait été choisi pour le film britannique, c'est bien parce que c'est vraiment la Joconde de l'Angleterre victorienne. L'œuvre, elle est peinte en 1871 et le personnage de la mère de l'artiste, donc Anna Whistler, femme pieuse, mère de famille, veuve, jamais remariée, représentait la femme idéale de l'Angleterre victorienne. Alors qu'est-ce que les scénaristes de Amusez-vous, amusez-moi ont fait subir à cette pieuse femme? Le personnage se transforme en une sorte de double maléfique d'Anna Whistler. J'ai donc filmé le plateau où elle est dans une sorte de maison de retraite en fait, soit incarnée en gameuse invétérée, soit en supportrice de l'OM à moitié alcoolique. Regardez plutôt. C'est génial. Nous sommes Marseillais, nous allons gagner. Mais alors, derrière quand même le côté décalé et fun, il faut savoir que c'est un travail de haute précision. Il y a une dizaine de tableaux qui, dans la saison, donc la saison numéro 4, auxquels correspondent pour chacun un décor fait sur mesure. Dada Media, qui est le producteur, a mis tout un système en fait en place qui permet de vérifier avec exactitude et pendant le tournage lui-même la position parfaite du personnage, de ses pieds, du coussin, derrière son dos, pour avoir vraiment l'impression que devant nos yeux,
bien, le tableau se met à vivre, tout simplement. Mais complètement, on a vraiment cette impression-là. Et on brûle de savoir quels seront bientôt les autres tableaux décodés par Amusez-vous, Amusez-moi. Eh bien oui, en attendant la diffusion en 2023 donc de cette 4e saison, je peux vous dire en tout cas que le célèbre autoportrait de Courbet se transformera en une sorte d'interview du peintre dans le genre Fast and Furious de Courbini, que le baiser qu'on voit à droite de Hayez sera un date Tinder où il s'agit de noter la qualité du baiser sur l'appli. Bref, je vous laisse avec un petit extrait d'un épisode des saisons précédentes où on voit la Joconde. Je vous le montre. Oh, j'en peux plus. Oh, Dominique est là? Attends, je vais voir s'il est dispo. Dominique? Quoi? Lisa au téléphone. Oh non, pas elle. On est sur haut-parleur là. Salut ma chérie, alors quoi de neuf? Bah tu sais bien, j'en peux plus de sourire toute la journée comme une idiote. Tout juste si je fais pas gni 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 gni, j'ai l'impression d'être devenue une peluche géante à Disneyland. Vous aurez reconnu la voix de Dominique Besnéard en même temps, mais qui d'autre pour être l'agent de la Joconde, qui en a mal au maxillaire de sourire depuis 1503. Voilà, attendez donc patiemment la saison numéro 4 l'année prochaine sur Arte. On n'a pas du tout envie d'être patient, on veut la voir tout de suite. Dites donc, cette saison, merci pour ces coulisses et pour ce voyage justement en terre de musée et de revisite de ces œuvres absolument incroyables. Vous étiez comme moi en train de boire les paroles de Jeanne. J'adore. Mais ce serait bien qu'on puisse faire en réalité virtuelle dans les musées après. Enfin bref, après il y a déjà trop de téléphones qui prennent des photos des tableaux, c'est un petit peu... C'est une bonne idée. Je vous laisse enquêter pour la prochaine fois. Complètement. Bon, si on peut faire naître des idées, nous, sur ce plateau, vous savez vraiment. Justement, les idées, elles continuent à naître dans l'école du futur. Elles vont continuer à naître autour des talents du numérique que sont les personnes réfugiées. On continue à en parler tout de suite. Liberté, égalité, employabilité. Et on continue à en parler, vous le savez, avec Joséphine Goubet-Saharabib. On continue à en parler, mesdames, parce que, encore une fois, le programme que vous défendez, Joséphine Sistek, il mise avant tout sur l'employabilité de ces candidates, au pluriel et au féminin, bien évidemment. Quels sont les types de métiers sur lesquels vous misez, justement, dans la tech et le numérique ? La cybersécurité, la science de la donnée, le marketing digital et évidemment le développement web dans tout son étendue. Je rappelle que vous publiez votre tout premier rapport d'impact. L'ONG a été montée en 2018. Sahar, justement, quand vous êtes entrée chez Sistek, vous saviez dès le départ que vous voudriez rejoindre des équipes de cybersécurité ou vous avez finalement découvert ce secteur au fur et à mesure de vos études? Non, exactement. Je savais que je veux cybersécurité. En fait, comme je voyais la liste de formations qu'ils fournissent et je voyais cybersécurité, je dis c'est là. Donc, non, c'est pour ça moi, je suis toujours passionnée par cybersécurité et c'est pour ça que j'ai suivi mes études en gestion de risque et réglementation financière pour, en fait, avoir chez nous en Afghanistan, il y avait cybersécurité, c'est pas un domaine qu'ils sont très connus, qu'il y a les études. C'est pour ça que j'avais pas eu à voir. Mais comme je suis arrivée en France et que je voyais l'occasion de convertir dans ce domaine-là, et grâce à Sistek, j'avais eu l'occasion et j'ai dit non, c'est cybersécurité. Qu'est-ce qui vous intéresse particulièrement dans la cyber? Alors, c'est vrai que la cyber, c'est un secteur qui est extrêmement vaste aujourd'hui, entre les cybermenaces d'État à État ou les cybermenaces qui menacent chaque entreprise et chaque citoyen au quotidien. Quel est vraiment le problème que vous voulez résoudre avec la cyber? En fait, pour moi, c'est pas trop côté technique parce qu'on a beaucoup de gens techniciens et côté technique pour résoudre les problèmes. Moi, ce que je vois de mon côté, c'est plutôt le côté les compliance dans la cybersécurité et partager les gens vulnérables. C'est plutôt les utilisateurs, par exemple, si on prend les réseaux sociaux, comment leur donne, ça diffuse sur les plateformes réseaux sociaux, qu'ils ne savent même pas. Il y a les gens qui, quand même, on est dans une global village, mais ils ne savent pas qu'ils leur donnent comment ça peut être dans les mains de quelqu'un de méchant, comment ça peut être contre eux. Et pour moi, en fait, de côté cybersécurité, c'est plutôt d'être quelqu'un entre ces menaces-là avec les gens plus faibles.
défendre donc les utilisateurs et utilisatrices que nous sommes et citoyens et citoyennes numériques que nous sommes face aux menaces cyber dans ce village global. Bravo, c'est une très très belle ambition. Elles ont de l'ambition, ces femmes, et on le disait, Joséphine, tout à l'heure, c'est tant mieux pour l'écosystème numérique et tech qu'elles intègrent au fur et à mesure de leur parcours. Là aussi, c'est assez saillant. Les candidates qui vous rejoignent savent exactement ce qu'elles veulent faire en entrant au sein du programme. Pas toutes. Pas toutes, Ça ok. est encore une exception. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui le savent déjà. Elles ont des métiers de vocation souvent, donc médecins, architectes, journalistes, et tout de suite elles ont des convictions sur ce qu'elles veulent faire ensuite, qui puissent transférer leurs compétences. Mais certaines vont découvrir le métier qu'elles veulent faire au travers de la formation, parce qu'on va les présenter à différents professionnels qui travaillent dans ces professions. Elles vont pouvoir leur poser des questions et se rendre compte du quotidien de ces professions et se dire finalement, je me suis trompée, je pensais que le marketing digital c'était beaucoup plus en rapport avec les gens et du social, et puis finalement je me rends compte que c'est plus des chiffres, des dashboards, des plateformes où je veux voir que des chiffres, et donc ça ne m'intéresse plus, et je voudrais plutôt faire de la donnée pour, par exemple, rendre intelligible la donnée pour le citoyen et faire du journalisme avec de la donnée Internet. Donc il y a énormément d'exemples et de carrières qui se découpent au fur et à mesure des sessions de formation que vous dispensez, aussi avec des mentors qui vont pouvoir suivre chaque participante du programme. Encore une fois, ça se passe en France, en Italie et aussi en Grèce. C'est un soutien holistique que vous leur apportez. Il est évidemment dans les savoirs et dans les savoir-être, on va y revenir, mais aussi dans la logistique au quotidien. Sahar, c'est ce que vous sembliez dire tout à l'heure, le fait que le programme puisse s'adapter aussi à vos conditions de travail, parce que j'imagine que vous n'avez pas quitté du jour au lendemain votre emploi, parce que vous avez quand même besoin de payer des factures, comme on a tous besoin de le faire ici autour de cette table. Donc, comment réussir à pouvoir travailler sur vos compétences en matière de tech et de numérique tout en continuant à garder votre emploi? Ce système, ce programme en particulier, a su s'adapter à vos besoins. Oui, exactement. En fait, moi, heureusement, j'ai pas beaucoup d'engagement familial en France, mais il y a les jeunes qui sont avec les bébés, les enfants, les maris dans ce programme-là. Pour moi, le seul problème que j'avais d'organiser, de s'arranger avec mon employeur pour être là toujours dans toutes les séances et tous les événements, super événements qu'on avait la chance d'être là. À part de ça, en fait, il n'y avait aucun souci, même il y avait tous les logistiques qui étaient fournis par Systack. Même pour les gens, pour le babysitting et tout était compris dans leur package en fait. Oui, c'est vrai que en fait, ce qui fait le succès de nos programmes, je pense, et on est peu à l'avoir fait, mais il y a d'autres associations qui le font, c'est d'avoir pris en compte que ce qui empêche ces femmes de rentrer sur le marché du travail, c'est moins une histoire de compétences et de motivation, parce qu'on le voit bien avec Sahar, c'est en fait les freins périphériques. Et les freins périphériques, c'est quoi? Je dois m'occuper des enfants parce que je suis la femme et je m'occupe des enfants. Malheureusement, c'est souvent le cas. C'est encore très genré dans le C'est encore partage très des tâches. genré et c'est pas une histoire de culture, c'est vraiment une histoire de personne. Mais aussi souvent parce que ces femmes sont arrivées seules en fait sur le Et c'est ça. français. Et les femmes vont arriver seules ou ont perdu leur mari. Et donc, dans ces cadres-là, c'est elles qui s'occupent de la famille. Donc, nous, on donne des babysitting, enfin des babysitters qui puissent... Vous donnez pas vous-même le babysitting, je crois. Donc, on paye le babysitting pour qu'elles se consacrent entièrement à leur formation en ligne. On leur envoie des ordinateurs et puis on paye pour les données data Internet pour qu'elles puissent se consacrer entièrement sans qu'une histoire d'argent puisse venir ou une histoire de je dois m'occuper des enfants et d'autres priorités. Vous opériez déjà pendant, évidemment, la grande période du Covid et pendant les confinements. Comment est-ce que ça s'est passé justement? Parce que j'imagine qu'il a fallu, dans ces cas-là, comme tout le monde, partir sur de l'enseignement à distance. Vous avez pu justement établir un suivi avec ces candidates et le parcours justement qu'elles opéraient. Est-ce que d'abord elles avaient tout un ordinateur chez elles pour pouvoir travailler? En fait, c'est malheureux à dire, ça a été une chance pour nous le Covid parce qu'on opérait déjà comme ça n'a rien changé de nos opérations et c'est juste que ça nous a mis en valeur par rapport à d'autres associations qui ne pouvaient plus fonctionner et qui devaient tout réinventer. Et donc à ce moment-là, beaucoup de financeurs, de donateurs, d'entreprises partenaires se sont dit mais c'est génial, vous êtes capable d'opérer sous une pandémie. Alors on leur a pas dit qu'on avait créé ce programme pour la pandémie, mais ce qui n'est pas vrai, mais ça nous a permis d'attirer l'attention sur le fait qu'on avait créé quelque chose d'assez résilient à ces situations-là. Et c'est d'autant plus important que
surtout dans le cas de l'Italie et de la Grèce. On travaille avec des personnes qui sont très isolées géographiquement, plus qu'en France. Donc, en Italie, des personnes qui vont être en Calabre ou en Sicile, dans des centres de migrants où elles n'ont pas vraiment le droit de sortir. Et pour les personnes en Grèce, on va être sur des personnes qui sont dans des camps. Donc, des camps, c'est une certaine économie, une certaine façon. Et donc là, si on n'avait pas créé des systèmes d'emprunt d'ordinateur avec des box Wi-Fi dont notre partenaire Bienvenue Wi-Fi nous offre le Wi-Fi, eh ben, on ne pourrait pas toucher ces femmes qui ont une détermination et une motivation hors pair. On a tout à l'heure entrevu la question de l'impact washing, ou en tout cas du refugee washing, comme vous le surnommiez aussi. On sent qu'évidemment les entreprises partenaires, elles sont importantes pour vous. Elles vous apportent notamment une aide sur la logistique, mais pas que. C'est aussi un pourvoyeur d'emploi et de contrats à venir pour les fellows du programme. Aujourd'hui, vous leur demandez quoi à ces entreprises finalement? De pouvoir, encore une fois, être là aussi, j'imagine, fidèles à leurs engagements. C'est une chose et c'est mesuré par ce rapport d'impact notamment. Mais c'est peut-être choisir finalement la façon dont elle va concentrer d'ailleurs leur effort. Ça peut être du financement, ça peut être de l'emploi derrière, ça peut être plein de choses différentes. Oui, on a 3 axes d'engagement et certaines entreprises choisissent les 3 axes. Par exemple, Orange a choisi les 3. Ça, c'est génial. Bon élève, ok. Bon package. En gros, il y a des personnes, en résumé, il y a des entreprises qui vont être intéressées par du bénévolat de compétences, du mécénat de compétences, et donc vont nous donner des personnes professionnelles qui deviennent bénévoles en tant que formateur ou mentor. Ça, c'est génial. C'est Artefact, une entreprise qui travaille dans la data, qui fait ça avec nous. Mais on a aussi des financeurs purs et durs. C'est la Fondation L'Oréal qui nous finance et qui finance les équipes, parce que ça, c'est important. C'est que derrière, il y a des équipes qui suivent ces femmes et qui permettent d'être là et présentes pour aussi les alumni. Et puis, il y a celles qui recrutent, celles qui vont nous donner en fait, les opportunités, qui viennent rencontrer ces femmes, qui disent, voilà, j'ai bien vu le talent de Sahar, j'ai bien vu le talent de Noura. On a d'ailleurs une personne, et c'est le cas d'Orange, vraiment, j'insiste sur ça, c'est puisqu'ils ont, Orange a des bénévoles dans nos programmes qui sont mentors et formateurs, peuvent faire revenir des informations à l'employeur en leur disant, je suis cette femme depuis 6 mois, je l'ai vu progresser en français, je vois bien que ses soft skills sont vraiment très très forts, que sur les hard skills, ses compétences de développeuse sont en train de se développer, qu'elle apprend vite. Je sais qu'on a des opportunités internes, et donc c'est ce tiers de confiance qui va vraiment créer l'opportunité d'emploi chez les employeurs. Et voilà, donc c'est 3 façons de s'engager qui permettent à une variété d'entreprises, quelle que soit la taille, que ce soit une entreprise du CAC 40, que ce soit une start-up ou que ce soit une fondation, de s'engager et de contribuer à ce rapport, à ces résultats. Et ce rapport d'impact le montre, c'est vraiment, on parle de village, il faut tout un écosystème pour que ces femmes reviennent dans le métier, dans l'emploi. Et nous, on ne fait qu'articuler, créer les conditions. Ouais, on a cité Orange, on a cité BNP Paribas, qui est votre employeur actuel, Sahar. On va aussi citer la Fondation L'Oréal, par exemple, énormément aussi. On le voit, de secteurs différents qui vous rejoignent. Vous le disiez, ça marche aussi par capillarité et par réseau, des mentors qui vous ont vu justement progresser, travailler, qui voient justement votre talent et votre ambition. Les entreprises qui vous rejoignent, elles voient tout de suite le talent de ces femmes. Elles le voient quand elles viennent au networking. C'est d'ailleurs une histoire assez rigolote. C'est que au networking, on avait donc les partenaires qui étaient convaincus qu'il fallait embaucher ces femmes, puis des personnes qui étaient curieuses de découvrir, dont BNP, qui n'est pas un partenaire chez nous formel, mais qui est venu voir et écouter ces femmes et qui a été emballée. Et donc une employée de RH de BNP Group a demandé à avoir tous les noms des personnes qu'elle avait vues ce soir-là, la dernière séance du programme, et on a recruté beaucoup avant même qu'Orange et L'Oréal puissent mettre la main dessus presque. Et donc nos partenaires étaient un peu genre, mais tout a été pris par d'autres employeurs, ils ont été plus rapides que nous, donc par un non-partenaire. Donc ça, c'était assez rigolo. Et ça veut dire que c'est vraiment pas nous qui avons fait le discours aux entreprises en leur disant, en les convainquant que c'était des talents, mais ils l'ont vu de leurs propres yeux quand ils ont écouté Sahar, quand ils ont écouté Noura, faire leur pitch sur qu'est-ce que je veux dans cette carrière et qu'est-ce que j'ai fait depuis 6 mois avec Systack. Vous travaillez donc, je le disais et je le redis, au sein des équipes cyber de BNP Paribas aujourd'hui, Sahar. Vos collaborateurs et collaboratrices, les équipes qui vous entourent, elles vous voient comme une pro de la cyber à part entière? Exactement. Pas comme une pro, mais comme un interne
ils sont vraiment accueillants. Ils m'apprennent tout. En fait, je suis déjà... je fais partie de leurs décisions, de ce qu'ils ont fait dans le métier tous les jours. J'assiste à toutes leurs réunions et tout. En fait, il n'y a rien qu'ils ont gardé à côté que ce n'est pas pour moi. En fait, moi, je participe dans toutes les choses qu'ils font dans, comme on dit, job description de cybersécurité. Donc, ils sont vraiment accueillants, ils cherchent des talents et ils apprécient les talents. Le fait d'apprécier ces talents à leur juste valeur, c'est aussi important. C'est pas forcément votre cas à vous, Sahar, mais c'est le cas d'autres fellows du programme, Joséphine. C'est aussi important pour les enfants. Justement, les familles de ces femmes, on le disait tout à l'heure, certaines d'entre elles arrivent avec justement plusieurs enfants. Alors, certains sont ados, certains sont plus petits, mais là aussi, ça change quelque chose dans le regard de ces enfants, de dire que leur mère est reconnue à leur juste valeur avec le talent qu'elles ont. Oui, alors là, je me ferai porte-parole de certaines femmes qui me l'ont dit en interne dans le programme, surtout en Grèce. C'est vrai que de voir sa maman s'épanouir et de reprendre confiance en elle et de se dire qu'il y a un avenir dans ce pays ou, en tout cas, dans ce secteur pour elle et qu'il y a une place et reprendre un peu de la dignité, ça change le quotidien. Et on le voit, ces enfants, quand on les rencontre, ils sont là. Qu'est-ce que vous faites avec maman? Et est-ce que je peux aussi, moi, suivre la formation? Ils deviennent très intéressés par ce que fait maman sur l'ordinateur. Et ça crée... Et c'est aussi pour ça qu'on fait un des programmes pour les femmes, c'est qu'on sait qu'en touchant les femmes, on touche des familles entières. Les enfants et leur éducation et les familles entières. Parce que les données du microcrédit le prouvent depuis des années. Quand on aide des femmes, le revenu est mieux partagé dans la famille et va plus dans l'éducation et dans la santé qu'autre chose. C'est une question d'autonomie avec un grand A, s'il en est. On le sent aussi, il y a cette idée de communauté. On l'a dit tout à l'heure, il y a aussi une prise en charge holistique et logistique de ces apprenantes-là. Cette communauté que vous êtes en train de construire à la fois avec les fellows du programme, à la fois avec les candidates et les participantes actuelles, c'est aussi le fait de se dire que chacun peut devenir mentor à son tour, Sahar. Exactement, oui. Mais déjà, moi, je suis portante pour être bénévole pour Systack. En fait, être mentor, ça prend pas beaucoup de choses. C'est juste être là et accompagnement, en fait. Et ça, je pense que chacun peut être un mentor. Donc, c'est un vaste domaine. Donc, on peut être un mentor, on peut accompagner, En fait, surtout, il faut soit gentil et à l'écoute, c'est le mentor. Absolument, être à l'écoute, être un mentor, ça aussi, c'est formidable parce qu'on témoigne de son expérience, on témoigne de son parcours, de la façon dont on a été accueilli au sein des entreprises de destination ou partenaires. C'est aussi des parcours de résilience que vous êtes en train de mettre à jour avec ce programme, Joséphine. Oui, je pense que ça met en valeur qu'on peut avoir tout perdu et être encore prêt à tout recommencer. Moi, je suis toujours aussi émue de voir leur parcours. Et oui, après, il faut... Voilà, je ne veux pas essentialiser ces personnes. Ça reste quelque chose de très difficile. Et ce qui me... Je dirais plus que la résilience dont elles font preuve souvent et qui est inspirante, c'est l'humilité avec laquelle la plupart parlent de leur parcours. Et ça, on a tous à en apprendre de l'humilité. Ça, je vous confirme. Sahar, j'ai envie de terminer cette émission avec vous. Alors, pas pour faire du larmoyant, loin de là, mais je sais que votre famille est toujours en Afghanistan. Aujourd'hui, comment est-ce qu'ils regardent votre parcours? Alors, ils sont très fiers. Déjà, ils sont fiers qu'aujourd'hui, je suis là. Et même mon papa, en fait, il dit, il faut que mes jeunes, ça passe en Afghanistan aussi. Oui, en fait, ils sont très contents, même s'ils ne sont pas là de partager ces moments avec moi, mais c'est une fierté pour eux. Une fierté, liberté, égalité, employabilité. On met aujourd'hui, vous le savez, les femmes réfugiées à l'honneur parce que leurs talents ont quelque chose à nous apprendre, comme qui dirait. Merci infiniment, Joséphine Goup, d'être venue partager justement ce rapport d'impact, le tout premier pour votre ONG, une start-up d'ONG, Systack. Merci, Sahar, d'avoir été avec nous aussi en plateau. Merci, comme toujours, à Jeanne Dreyfus pour ses idées derrière la tech. On va regarder cette saison d'Amusez-vous, amusez-moi avec plaisir. Et merci à vous. On se retrouve dès demain en plateau pour l'École du futur.